15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, auteur, compositeur, interprète et acteur aussi. Vous avez pu le voir dans de nombreuses comédies musicales, des 10 commandements en doublure d'Amen Mouissi, à Spartacus, au Roi Soleil, également Mozart, l'opéra rock, jusqu'au retour de la comédie musicale Les 10 commandements. Aujourd'hui, Merwan Rim revient sur scène avec la tournée des comédies musicales Le Concert, notamment en mars au Dôme de Paris. L'occasion comme toujours de découvrir ou redécouvrir notre invité aujourd'hui en direct live sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Merwan Rim. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors je vais pas faire une comparaison qu'on dirait bête, mais vous êtes un soleil. Vous avez joué dans Le Roi Soleil, mais vraiment je vous ai vu arriver. Vous êtes grand, vous avez de l'allure, il y a quelque chose, et donc je me permets de dire le sentiment de départ qu'on peut éprouver quand on voit quelqu'un. Vous êtes très lumineux, donc Merci, vous êtes un c'est être très ensoleillé à mon sens, et je voulais vous le dire. Beaucoup. Merci alors d'être mon invité aujourd'hui, bien sûr, pour découvrir votre actualité autour de la tournée des comédies musicales, mais aussi, bien sûr, l'envie de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites dans cette émission. Et on va démarrer par 3 mots pour vous décrire, parce que c'est la nouvelle règle, on va dire ça comme ça. Si vous pouviez vous définir en 3 mots, ce seraient lesquels, Merwan ? Je suis pas trop capable de me décrire. En fait, il faudrait poser la question aux gens qui me connaissent. 3 petits mots qui vous définissent. Moi, je dirais soleil. Merci pour le compliment, j'apprécie. Non, je sais pas. Moi, je suis un éternel rêveur. Ouais. Et puis, je crois en la bonté humaine. Et je m'attache beaucoup au regard des gens et à ce qu'ils dégagent. Voilà. Bon, Je sais pas si j'ai beaucoup de qualités, mais pour moi, c'est peut-être la qualité que je me reconnais à moi-même. En tout cas, c'est que je sens très 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 vite les choses. Donc j'ai pas besoin de palabres, de jours et de semaines et de mois pour avoir le sentiment de pouvoir décrire les gens. En fait, moi, une poignée de main, un regard, un bonjour, et ça me dit beaucoup de choses déjà. Voilà. Vous voyez, on vient de le faire en début d'émission et je pensais pas du tout que vous étiez comme ça aussi. Alors, on va voir si ce que vous venez de nous dire colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Mais on va démarrer par le début, toujours le début. Merwan Rim, vous êtes né un 13 juillet dans les années 70 à Sarcelles, dans le Val d'Oise, et je connais bien. Vous êtes issu d'une famille kabyle et vous êtes le 5e d'une famille de 7 enfants. Aujourd'hui, avec le recul de la vie, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Alors moi, je suis le 2e garçon d'une famille de 7 enfants. Ah, le 2e et pas le 5e. Je suis le 2e garçon. Garçon. Voilà, mais le 5e. Mais je suis le 5e dans l'ordre. C'est ça, dans l'ordre. Je suis le 5e. Donc j'ai un frère qui est l'aîné de ma famille et j'ai 5 sœurs. Donc 3 grandes sœurs et 2 petites sœurs. Et alors, je suis né en France. Je suis le premier de ma famille à être né en France. Mes parents sont arrivés au milieu des années 70 en France et ils sont installés directement en fait à Sarcelles, voilà, donc qui était une grande banlieue dortoir en fait, et avec je sais pas, je crois près de 70 communautés différentes, donc c'est une espèce de tour de Babel presque, voilà, où les gens ne parlaient pas du tout forcément la même langue que celui qui avait juste en face d'eux sur le même palier. Et voilà, non, j'ai eu une enfance. Et c'est ce qui fait peut-être, pardon de vous couper, que sans se parler, on appréhende les gens. C'est ce que vous me disiez en préambule de cette émission. On apprend à appréhender les gens sans se parler. Sans se parler, en fait. Voilà, c'est un regard, c'est un geste, c'est un tout, en fait. Moi, c'est global. Moi, j'ai toujours été comme ça, en fait. Et donc, j'ai toujours fait très attention à ça. Mais non, j'ai eu une enfance relativement heureuse, en fait, dans une famille très aimante. Et voilà, un papa qui travaillait dans le bâtiment. Et une maman dont le travail, c'était de s'occuper de nous. Et avec 7 enfants, il faut bien. Donc c'était du sport pour elle. Évidemment. Voilà. Et mais j'ai eu une enfance, je dirais globalement plutôt heureuse. Voilà. Oui, je suis né, j'ai grandi à Sarcelles et puis très très vite à l'âge de 6 ans, on a déménagé dans la partie de Sarcelles la plus champêtre, j'ai envie de dire. On était face au bois des Coans, donc j'avais mes amis avaient, moi j'habitais en immeuble, hein, mais la plupart de mes amis habitaient dans des pavillons. Ouais. Donc c'était un truc très champêtre, quoi. On avait les champs de maïs, etc. à côté de chez nous. J'avais le bois. Je sais pas, c'était très champêtre. Comme une vie à la campagne. Mais finalement, oui, c'est vrai qu'il y avait ce côté-là. C'est à la base une ville
vraiment maraîchère en fait à la base. Hein. Donc c'est devenu une ville dortoir avec des bâtiments, des barres d'immeubles qui sont nés dans les années 60, mais à la base c'était quelque chose de très maraîcher. Une enfance heureuse, on va dire, Marwan Rim. Ouais. À 19 ans, vous rêvez de percer dans la musique, mais il va se passer quelque chose dans votre vie. Vous allez perdre votre papa, vous l'avez dit, d'un cancer en 1996. Et alors, en attendant, à 22 ans, vous êtes contraint de travailler pour assurer la sécurité financière de votre famille. Vous enchaînez quelques postes éphémères et vous pourrez me contredire évidemment en poursuivant quand même vos études. Ouais. Je crois. Ouais, en fait, j'ai perdu mon père quand 2 mois après avoir eu 19 ans, en fait, et j'étais dans l'insouciance totale, en fait. Donc, à la mort de mon père, c'est vrai qu'on s'est retrouvés dans une situation un peu compliquée avec mes sœurs, mon frère et ma mère. Le contexte, c'est que mon frère a 10 ans de plus que moi, mais malheureusement, mon grand frère est handicapé mental et physique, et c'est un enfant de 4 ans enfermé dans le corps d'un homme de 56 ans. Voilà, donc c'est ça, clairement, aujourd'hui. Il a 10 ans de plus que moi. Et du coup, mon père, avec ce côté, à la mort de mon père, vous savez, voilà, je vous l'apprends à personne, hein, dans les familles très méditerranéennes aussi, il y a quelque chose de l'homme de la famille. Et donc, mon père est parti, donc c'est devenu mon frère. Sauf que mon frère est incapable de prendre le rôle de mon père, donc je me suis retrouvé dans cette situation où il a fallu que je sois un peu l'homme de la famille, chose que je n'étais pas capable de faire à 19 ans, j'étais dans l'insouciance totale. Et ça m'a un peu forcé à prendre des responsabilités, donc j'ai commencé à travailler en continuant mes études, mais bon, je faisais des jobs comme je pouvais, hein. Je travaillais au marché de Sarcelles, si vous connaissez. Voilà, je faisais déballage des stands. Qu'est-ce que je faisais? Je vendais des encyclopédies au porte-à-porte. Je travaillais à Disneyland Paris, je travaillais au parc Astérix. Je faisais plein de choses, en fait, comme je pouvais, quoi. Voilà, et en même temps, il fallait que je continue mes études parce que c'était important pour ma mère. Il était hors de question pour elle que j'arrête, donc j'ai continué mes études. Et vous avez fait une licence de communication audiovisuelle à l'université Paris 8. À Paris 8, ouais. Paris 8. C'est ça. C'est grâce à votre père, je crois, qui vous a offert votre première guitare et c'est peut-être grâce à lui que votre rêve va naître. Est-ce que je me trompe? Oui, ma première guitare, c'est mon père qui me l'a offert avec ma grande sœur, en fait, pour mes 18 ans. Et ça a été un déclic, mais j'avoue que j'en rêvais secrètement, en fait. J'avais une guitare chez moi qu'on m'avait gentiment prêté. Un ami m'avait prêté une guitare acoustique sèche, voilà. Et mon père s'est dit avec ma sœur qu'il fallait peut-être qu'on m'en offre une vraie. Et ça a commencé comme ça, quoi. C'est une guitare que j'ai toujours chez moi depuis mes 18 ans. Elle est toujours là. Et quand je la regarde, c'est à ça que je pense, quoi. C'était les débuts de la passion. Et même en fait, je n'osais même pas croire que je pourrais faire de cette passion un métier. C'était juste une vraie envie. Ce qui va viscérale. vous arriver après Marwan Rim, c'est magnifique. Pendant vos études, vous êtes fasciné par les chanteurs de Notre-Dame de Paris, sauf que vous n'avez pas les moyens de vous payer une place pour ce spectacle. Et c'est finalement une bonne dose de culot et un coup de pouce du destin qui vont vous aider. Ouais. Je veux cette histoire. Alors, je découvre Notre-Dame de Paris à la télévision, comme beaucoup de personnes, et à la radio, et je suis fasciné par cette comédie musicale, et je me dis, moi j'ai un ami qui est dans ce spectacle-là, un ami d'enfance en fait. Enfin, plus une connaissance en fait, mais en fait, il fait partie des Yamakasi, qui sont des danseurs acrobates dans ce spectacle-là, qui s'appelle Showbelly, voilà. Et il joue dans ce spectacle-là. Et je suis fasciné par le fait qu'un ami sarcellois, avec qui j'étais au collège, il arrive. Et je me dis, mais c'est fascinant en fait. Mais je dis, en fait, il y a pas de barrière, c'est possible, je peux peut-être y arriver aussi. Bon, moi, je suis pas du tout acrobate, hein, je suis pas du tout danseur là-dedans, mais je suis chanteur. Et pourquoi en fait? Pourquoi pas en fait? Et donc, je vais voir ce spectacle. Non, je vais pas voir ce spectacle en fait. Je vais au Palais des Congrès, porte de Versailles. Pardon. C'est quoi déjà? Ah, du coup, je perds mes moyens. Porte-maillot, c'est ça. Exactement, bravo. Et donc, je suis au Palais des Congrès, et puis je regarde les gens rentrer dans la salle, et je me dis. Ça vous fait envie là? Je me dis, mais j'aimerais que des gens se déplacent pour aller me voir sur un spectacle, et voilà, mais quelle chance ils ont de pouvoir aller voir ce spectacle-là, et quelle chance ont les artistes d'être sur scène, de pouvoir jouer devant 4000 personnes tous les soirs comme ça. Et puis je me dis, bon bah c'est super cool, mais j'ai pas les moyens de m'acheter une place, donc je vais pas y aller, c'est pas grave. Bon, mais j'avoue, je me faisais un peu de mal en fait en faisant ça. Mais j'y vais, et puis je regarde ça, et puis un samedi après-midi, je regarde les gens aller voir le spectacle. Je me dis, bon bah c'est cool, peut-être que je ferai ça un jour dans ma vie. J'espère, s'il vous plaît. Et puis je vais juste aux toilettes en fait, simplement, et au moment où je ressors des toilettes, je me rends compte qu'en fait ces toilettes-là sont aussi utilisées par les gens qui sont partis voir le spectacle à l'entracte. Par les dames, notamment. Une dame. Homme, femme, voilà. Et puis moi, j'en sors. Et en sortant, je me rends compte que je suis dans la foule des gens.
qui sont partis voir le spectacle au premier acte et c'est l'entracte. Je me dis, mais je suis au milieu de ces gens-là, en fait. Ok, donc il y a peut-être un malaise. Je suis peut-être passé par... C'est vrai, hein, vraiment, je cherchais pas du tout à essayer de faire quoi que ce soit. Loin de moi l'idée d'aller frauder, ni quoi que ce soit, qu'on soit clair. Et puis, il y a des escaliers assez raides à monter. Et il y a une mamie qui passe par là et qui me regarde. Et je vois dans ses yeux qu'en fait, ça va être compliqué pour elle de monter. Personne va l'aider. Donc, je me propose gentiment et je lui dis, je vais vous aider à monter l'escalier, madame. Elle me remercie, merci. Elle me remercie en me disant merci mon fils, déjà. Bon. C'est beau. Et donc je lui tends mon bras et je l'aide à monter les escaliers. Et puis elle me dit, vous pouvez encore m'aider s'il vous plaît. Enfin, elle me tutoyait, elle me dit, tu pourrais m'aider mon fils s'il te plaît encore il y a encore d'autres escaliers, je vais pas y arriver. Et je la regarde en me disant, ok ouais, mais sauf que là on va vers les escaliers qui amènent en fait dans la salle en fait. Donc je voulais pas la contredire, je me dis bon, je vais l'aider. Et je vois un agent de sécurité qui me regarde un peu de travers, qui la regarde et qui nous ouvre la porte pour nous aider à passer. Donc moi, je suis liquide à l'intérieur. Je suis vraiment, qu'est-ce que je fais ici? Et j'avance et on monte les escaliers et boum, je vois la scène du Palais des Congrès. Je vois les murs de Notre-Dame sur scène. Voilà, on est dans une espèce de demi-obscurité, je ne sais quoi. Et puis j'aide la dame à s'installer. Et là, d'un coup, c'est le noir dans la salle. Et à ce moment-là, vous comprenez que vous êtes en train de regarder le spectacle de Notre-Dame. C'est le deuxième acte qui démarre. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais en courant, je reste. Je dis, je reste. Et je vois un strapontin comme ça, juste à côté, qui est là. Je m'assois dessus. Je me dis, on va me jeter. Et en fait, personne ne me jette. Et je vois tout le deuxième acte de Notre-Dame de Paris. Et là, c'est la révélation. À ce moment-là, vous voyez le show et vous vous dites que c'est ça que vous voulez faire de votre vie. De ma vie. Et en feuilletant le programme du spectacle, vous remarquez que plusieurs artistes ont dû faire leurs études au sein de la même école, celle des studios d'Alice Donna, que vous allez intégrer 1 an plus tard. Ouais, quelques mois après. Ouais, quelques mois après. Et puis, vous décidez de vous consacrer exclusivement à la musique. Et vous allez démarrer en vous produisant sur diverses scènes parisiennes. Et quelques mois plus tard, vous devenez la doublure d'Ahmed Mouissi dans le rôle de Ramsès, dans le spectacle musical Les 10 Commandements. Comment ça arrive? C'est parti de mon école, en fait. Je dois tout au studio Alice Donna, à Alice Donna, à mon prof de chant, Jean-François Varlet, à Raphaël Ritchie, qui est la fille d'Alice Donna et qui était ma prof aussi dans cette école. Je dois tout à ces gens-là, en fait, parce qu'ils m'ont donné ma chance. Et quand le casting des 10 Commandements s'est passé, moi, je n'avais aucune possibilité d'y accéder. Et c'est mon école qui a décidé d'envoyer des élèves de l'école de cette année aux auditions du casting des 10 Commandements. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à passer au Théâtre des Variétés, à me retrouver devant Pascal Obispo, Lionel Florence, Patrice Guirao, Elie Chouraki, Davatia, Albert Cohen, Kamel Wally, tout le monde. Et en fait, ils avaient besoin de 7 chanteurs pour doubler les 7 rôles du spectacle. Et il devait y avoir au bas mot, je sais pas, 300 ou 400 personnes qui ont auditionné pour ça. Il y avait le tout Paris. Tous les gens qui étaient habitués à faire ce genre de choses. Et j'en connais beaucoup. Moi, j'étais un peu le seul avec un CV plutôt blanc comme la feuille que vous avez là. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait mon nom et mon prénom et puis c'était fini, quoi. C'est à ce moment-là que vous avez découvert votre voix, Merwan Rim. Comment ça s'est passé? Parce qu'on parle bien sûr, j'ai envie de dire, du fruit du hasard au départ, puis finalement du travail avec cette année dans les studios d'Alice Donna, mais votre voix, dans tous les sens du terme, et surtout la voix, votre voix quand vous chantez, vous la découvrez comment, à quel moment? C'est à l'adolescence, en fait. Voilà. Moi, j'étais d'une famille où il n'y avait aucun musicien. Mais par contre, tout le monde chantait. Voilà. Donc mes sœurs chantaient, mon frère chantait, ma mère, mon père chantaient, mais on chantait à la maison, quoi, pour le plaisir, quoi. Et j'ai grandi avec les influences de mes sœurs qui écoutaient, qui avaient des albums de partout, des vinyles, des cassettes, etc. Et j'ai grandi avec ce qu'elles écoutaient comme musique. Et c'était toujours beaucoup de chanteurs avec des voix incroyables. Je peux en citer quelques-uns, mais George Michael, par exemple. Voilà, donc mes sœurs écoutaient énormément George Michael. Et j'ai baigné dans cette chanson-là, donc dans cette musique-là, et j'ai toujours eu envie de chanter. Mais je chantais vraiment pour moi, pour mon plaisir. Et j'osais pas le faire devant les gens, quoi. C'était une souffrance de le faire devant les gens. Et puis, je suis au lycée et je rencontre des potes qui sont musiciens, qui sont chanteurs, qui sont guitaristes, batteurs, bassistes, et qui ont aucun problème avec le fait de se produire devant les gens et de chanter dans la cour de récréation entre midi et 2, sans aucun problème. Et je suis fasciné par ces gens-là et je me dis, mais d'où sortent ces gens-là?
d'où est-ce qu'ils viennent? Comment est-ce qu'on peut être être aussi solaire et être capable de chanter et de jouer? J'ai envie de ça, quoi. J'en rêve. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Le mot solaire revient beaucoup dans cette émission. vous allez enchaîner après les 10 commandements avec le spectacle musical Spartacus, le gladiateur, en intégrant exactement Deli Chouraki, que j'embrasse bien fort parce qu'on a travaillé ensemble, et Elie Chouraki et Maxime Le Forestier. Quelques mois plus tard, vous vous êtes choisis pour interpréter le duc de Beaufort dans la comédie musicale Le Roi Soleil, aux côtés d'Emmanuel Moire et de Christophe Maé. Mais cette fois, vous n'êtes plus doublure. Non. Vous êtes propulsé sur le devant de la scène en compagnie de Victoria Petrosio, que j'embrasse aussi, grâce aux extraits Entre ciel et terre et Contre ceux d'en haut. On va écouter un extrait. Chemin juste en lisière. Rien malgré les barrières qui ne tient qu'à nous. Je suis de ceux qui n'ont qu'un choix, franchir le mur des derniers pas. Je suis l'écho, je suis la voix de tous ces gens qu'on dit. Et donc là, voilà, Merwan Rim, finalement, c'est l'aboutissement d'un rêve d'enfant. On est là-dedans. Hein. Clairement, l'aboutissement d'un rêve d'enfant, ouais. Que je pensais inatteignable. Voilà. Et ça arrive parce que vous l'avez provoqué aussi. En parallèle de tout cela, vous allez poursuivre une carrière solo, enregistrer 2 duos. C'était écrit et dansé sur la lune avec la chanteuse québécoise Marie-Lou Bourdon. Et puis, on vous retrouve dans différentes villes de France pour promouvoir votre futur album solo, L'échappée. Et on va se faire un grand plaisir d'écouter aussi un medley. Ah, j'adore cette chanson. Merci. Je pense à vous, c'est en dessous, du par-dessus, que l'indécence me mène à vous. Vous serez nommé en 2012 dans la catégorie Energy Music Award de la révélation francophone de l'année, au Energy Music Awards 2012. Donc, vous avez aimé cette période en solo, Merwan? Je l'avais toujours rêvé. Et je l'ai beaucoup mise de côté en fait, parce que étrangement j'étais considéré comme un chanteur de comédie musicale, alors que je me considérais comme un chanteur, point, c'est tout. Et j'écrivais des chansons, mais c'est une vraie peur de montrer ces chansons en fait aux autres. Et cette peur là en fait, il a fallu que je l'efface en fait, que je la fasse disparaître. Et ça a été un long processus en fait. Donc avec l'arrivée de cette chanson là qui était mon premier single en fait. Et c'était la première fois officiellement que je faisais écouter mes chansons à moi. On se sent nu quand on fait ça en fait. Autant être sur scène dans une comédie musicale, on chante les chansons des autres. J'ai chanté les chansons écrites par Pascal Obispo, par Lionel Florence, par beaucoup d'autres personnes. Mais c'était pas mes chansons à moi. En fait, voilà. Donc quand on monte sur scène et qu'on chante les chansons des autres et qu'on interprète un rôle qui a été écrit, on le joue, on est comédien, on est chanteur, on est au service d'un spectacle. Voilà. Et là d'un coup on est soi-même. Et ça a été un long processus pour arriver à moi et surtout me dire ok, j'ai le droit de le faire et je peux le faire et c'est maintenant que je le fais et enfin je vais l'assumer. Voilà. Alors vous l'assumez un temps, mais vous revenez finalement, j'ai envie de dire, à vos premiers amours. Je crois que vous aimez peut-être davantage ou tout autant, si je peux me permettre, les comédies musicales, parce que on va vous retrouver dans Mozart, l'opéra rock, mise en scène par Olivier Dahan. Et là, vous êtes dans la peau de plusieurs personnages. Il y a le clown démoniaque, le rôle de l'aubergiste. Il y a toujours finalement ce lien dans votre peut-être personnalité, je sais pas. En tout cas, il y a ce jeu double. À chaque fois, que ce soit dans la doublure ou dans les doubles rôles. Qu'est-ce que vous diriez ? C'est passionnant de jouer un rôle, je trouve. Vraiment, c'est de ne pas être juste soi-même en fait. Voilà. Et je suis partant pour tout. Je suis partant pour tout ça en fait. Moi, j'aime ça en fait. J'aime être moi-même sur scène en chantant mes propres chansons que j'ai écrites, arrangées, enregistrées chez moi, mixées, masterisées. Et puis j'aime aussi jouer, être au service d'un spectacle et être un artiste qu'on utilise pour jouer un rôle qui a été écrit. Et je suis le filtre en fait, simplement. Moi, je suis juste le passage en fait qui va amener une idée et la faire naître sur scène en fait. Je suis juste ça. Et c'est un truc passionnant, je trouve. Vraiment.
En novembre 2016, vous reprenez pour de bon le rôle de Ramsès pour la tournée française des 10 commandements, rebaptisée La plus belle histoire de tous les temps. Les comédies musicales, on le voit, c'est une grande partie de votre vie. Et puis, depuis des mois, vous participez à la tournée Les comédies musicales, le concert, en tournée des Zéniths dans toute la France, Belgique et Suisse en 2024. Donc voilà l'année qui arrive. Une date au Dôme de Paris le vendredi 15 mars 2024 avec de nombreux guests. Qui va être à vos côtés ? Déjà, la troupe de base, en fait, elle est constituée par Damien Sargue, Cécilia Cara, que vous avez vu dans Roméo et Juliette. Qui d'autre encore Michelangelo Loconté, avec qui j'ai joué aussi. Ginny Lynn, avec qui j'ai fait les 10 commandements. Alexis Loison, Priscilla Betty. On a une guest incroyable qui est Hélène Ségara. Voilà. Alors il y a quelque chose d'assez spécial avec Hélène Ségara parce qu'elle est venue en guest sur une date. Elle est venue tranquillement. Et elle s'est dit bon, je vais rester, je suis bien, je vais revenir. C'est ça, exactement. En fait, elle est venue faire quelques dates avec nous et je crois qu'elle a été complètement hallucinée par l'ambiance qu'il y avait déjà entre nous sur scène et puis ce qui se passait avec le face au public, quoi, parce qu'on a un public qui est complètement déchaîné, quoi. Donc chaque chanson démarre, dès la première note, les gens se mettent debout et chantent. Et ils chantent avec vous. Exactement. Vous les faites chanter avec vous ? On les fait chanter, mais en même temps, on n'a pas le choix. Ils sont là, quoi. On peut s'arrêter de chanter. Ils font toutes les chansons. Ils connaissent les paroles par cœur. C'est assez dingue. C'est notre enfance, c'est notre adolescence. C'est 2h30 de spectacle, c'est intense. Et nous, c'est un plaisir. Ça passe comme si c'était 3 minutes à peine d'une chanson. Et mais oui, je m'en doute bien. Il y a Gwendal Marie-Moutou également avec vous, que j'ai reçu 2 fois et que j'aime très fort. Donc voilà, qui est une personne. Roi Lion, qui exactement. Voilà. Je sais plus si le Roi Lion ça continue ou pas, mais en ça tout cas, continue sans lui. C'est ça, donc il est avec vous sur cette tournée. Il est plus que ça, c'est-à-dire qu'il est partie intégrante du spectacle et c'est surtout qu'il a aussi écrit le livret du spectacle, il a mis en scène, il a carrément chorégraphié ce qui se passe. Je sais pas comment il fait pour tout faire, Gwendal Marie-Moutou. Voilà. Une date exceptionnelle, donc le vendredi 15 mars 2024, et j'incite les gens à venir parce qu'en plus des guests dont nous venons de parler, il y a des invités surprises. Est-ce qu'on a le droit de dire qui ? Bien sûr. Julie Zenati, Anaïs Delva, Victoria Sio dont nous parlions tout à l'heure, David Ban, Florent Motte, Jonathan Serrada. C'est magnifique d'avoir Jonathan et Fabienne Thibault. Donc il faut venir. Ces invités-là, comment ils ont décidé de venir ? Parce que Jonathan Serrada, il n'a pas été sur une comédie musicale, je crois pas en tout cas. En fait, ils ont tous joué dans une comédie musicale, il faut le savoir. Mais il faut s'en souvenir surtout. Oui, Jonathan Serrada, il a joué dans une comédie musicale qui s'appelait, si je me trompe pas, Je me croyais déjà. C'est ça, en haut de l'affiche, c'est ça. Exactement. Voilà, autour des chansons d'Aznavour. Je crois que c'était exactement. Et alors, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous chantez tous des chansons que vous avez déjà chantées dans des comédies musicales, ou est-ce que vous prenez les répertoires d'autres comédies dans lesquelles vous n'avez pas forcément joué? Ce qui est intéressant, c'est qu'on chante des chansons qu'on a chantées sur scène et qu'on apparaît sur des chansons dans lesquelles on n'a jamais été partie intégrante dans des spectacles ou quoi que ce soit. Et ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on se retrouve à faire des duos sur des grands classiques de la comédie musicale française et aussi internationale. Et on les chante tous ensemble et c'est juste un très 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 grand kiff. Et on se rendait pas compte à quel point en fait ça fait partie du patrimoine culturel français, et surtout ça fait partie de l'inconscient collectif. Et ça marche encore. Et c'est constamment là, les gens connaissent quoi. Et même si on chante des chansons anglo-saxonnes, que ça soit de Cats, la comédie musicale, ou des Misérables ou autre chose, peu importe. Mais c'est intense quoi. Les gens les connaissent. Je m'attendais pas à ça moi. En fait, j'espérais secrètement que ça soit un succès. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense, en fait. Et c'est intense et ça marche encore. Et c'est ça qui est beau de voir qu'on vient pour se remémorer toutes les chansons qui nous ont fait vibrer, parce que c'est le cas. Marouane Rim pour la comédie, les comédies musicales, cette tournée, une date exceptionnelle le 15 mars au Dôme de Paris. Ce sera présenté par Jean-Marc Généreux. C'est important de le dire aussi. Ouais. On va continuer à en parler dans un instant. Je suis heureux d'aller jouer dans cette salle-là, le Palais des Sports, qui est ma maison. En fait, j'ai fait tous mes spectacles. Bien sûr, j'imagine bien. Dans un instant, on poursuit cette émission avec encore des infos sur cet événement, et on poursuit également avec nos chroniqueurs Hélène Kuttner et Alban Bartoli qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous.
Le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou et le président Yitzhak Herzog se seraient accordés sur un compromis autour de la réforme du système judiciaire. Il sera annoncé de manière officielle dans les prochains jours. Le président américain Joe Biden nomme Jack Lew, ancien secrétaire au Trésor américain et chef de cabinet de Barack Obama, comme nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël. Si sa nomination est confirmée, Jack Lew aura notamment pour mission de freiner les efforts du gouvernement israélien pour étendre l'empreinte des colons en Judée-Samarie. Elon Musk, le patron de Tesla et de X, ex-Twitter, menace de poursuivre en justice l'Anti-Defamation League, l'équivalent américain de la LICRA, qui l'accuse de diffamation du compte de l'organisation de sa plateforme. La Cour de cassation ordonne un nouveau procès contre Éric Zemmour pour contestation de crimes contre l'humanité. L'homme politique d'extrême droite avait réaffirmé sur un plateau télé que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On revient dans un instant, une petite très courte pause d'ailleurs, et on revient avec mon invité Merwan Rim et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Célébrez Tishri 5782 avec Judaïsme en mouvement. Rassemblement de l'ULIF, du MJLF et de la JTM. Nous vous donnons rendez-vous du 6 au 16 septembre pour assister à tous les offices de Rosh Hashanah et Yom Kippour dans nos lieux habituels, dont les synagogues de Copernic, Beaugrenelle, Surmelin et Pelleport, en présentiel et en streaming. Venez vivre et partager la ferveur des fêtes avec Judaïsme en mouvement. Réservez vos places dès maintenant sur notre site internet judaïsmeenmouvement.org. Shana Tova. Itzik Moshel, directeur de Dialang. Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialang vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel. Dialang, prix exceptionnel pour une année, 510 €. Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialang au 01 43 64 13 30 ou dialang.fr. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Merwan Rim pour la tournée des comédies musicales qui reprend du 8 octobre au 19 novembre avant le Dôme de Paris le 15 mars 2024. Une date assez exceptionnelle au Dôme de Paris, un endroit cher à votre cœur, vous venez de nous le dire Merwan. Et je voulais vous demander, vous allez chanter Mon Essentiel dans la comédie musicale. On va écouter un petit peu dans cette tournée des comédies musicales. Écoutez, est-ce que vous avez toujours cette même envie de chanter des titres que vous connaissez depuis si longtemps, et comment ça rebondit dans le public? On se le disait tout à l'heure, que le public les connaisse ou ne les connaisse pas, parce que j'imagine qu'il y a des parents qui amènent aussi leurs enfants. Alors, c'est très particulier parce que là, on est en 2023. Moi, j'ai commencé en 2001, voilà. Et aujourd'hui, le public qu'on a dans ces spectacles-là, eh ben, ce sont des personnes qui étaient à l'époque des ados, qui venaient avec leurs parents. Aujourd'hui, ces ados-là sont devenus des adultes, ils sont parents, donc ils viennent avec leurs parents et leurs enfants. Et les enfants qui n'ont rien vu de ces comédies musicales, ils les ont juste simplement que découvertes sur YouTube, ou alors en DVD ou VHS encore, si on en a encore. Et ils connaissent ces chansons par cœur, ces enfants-là. Et ils ont une dizaine d'années. Il y a une transmission. Ils les connaissent. Il y a une vraie transmission. Moi, je suis halluciné de pas voir ça parce que les gens sont là au premier rang, ils sont tous assis. Et il y a papa, maman avec les enfants, et il y a les grands-parents qui sont là. Et ils connaissent ces chansons par cœur, les enfants. Je suis halluciné de voir ça. C'est assez improbable. Et c'est un vrai plaisir, quoi. Donc, il y a jamais de lassitude là-dedans. Moi, j'ai pas de lassitude à faire ça. Je me dis que si je commence à être lassé de faire ça, je change de job. Je fais autre chose. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon métier et chanter ces chansons-là. Si à un moment donné, j'ai l'impression d'aller à l'encontre de moi et de mes envies et de ma passion, si je brade ma passion, j'arrête. Et c'est pas le cas.
Et c'est pas le cas et ça nous fait plaisir. Mais Merwan Rim, j'ai insisté sur un mot depuis tout à l'heure qui est le doublage, et pas pour rien, parce que vous êtes aussi comédien. On a pu vous voir dans la série Marie-Antoinette diffusée sur Canal+, ou encore dans Les 5 Diables aux côtés d'Adèle Exarchopoulos, dans la série L'amour flou de Romane Boringer. Vous êtes aussi comédien de doublage pour de nombreuses plateformes et pour des films d'animation, des publicités, mais aussi pour la télévision. Et alors, si mes infos sont bonnes, et ça m'a fait tellement sourire en préparant cette émission, vous êtes aussi une voix qui a doublé dans Les Feux de l'amour. Ouais. C'est vrai? Mais qui? Dites-nous qui? C'est un personnage impossible que vous le retrouviez. Moi-même, je l'ai pas trouvé. C'est-à-dire que j'ai cherché dans les banques possibles, imaginables de toutes ces séries-là, de cette série-là. Il y a des millions d'épisodes. Voilà. Et donc, moi, c'était un personnage, en fait, qui sortait de prison et qui en fait, avait été moyennement sympathique avec quelqu'un dans un restaurant. Et voilà, mais c'est pour le fun, quoi. Voilà. Si ma mère était encore en vie aujourd'hui, elle serait juste clairement ultra fière de moi. J'imagine parce tellement. Que juste Les Feux de l'amour, quoi. Voilà. Bah oui, c'est assez épisode mythique. 12 500. Voilà. Mais c'est tellement mythique, Les Feux de l'amour. Merwan Rim, est-ce que vous avez des projets dans ce sens encore, dans du doublage, où on pourrait éventuellement Je fais entendre beaucoup votre de voix? doublage. On n'est pas C'est ça, toujours très, on le sait pas toujours, mais c'est pour ça que je vous en plein parle. de pubs télé où je vais pas citer de marque parce qu'après il faut que je cite toutes les autres marques. Il y a plein de pubs télé où on entend ma voix, on me reconnaît pas forcément. Mais c'est un plaisir de faire ça. Moi, j'adore ça. C'est passionnant. Mais en fait, j'ai la chance de faire ça depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est-à-dire que je monte sur scène, je fais des spectacles musicaux, je sors des chansons sous mon nom propre, je fais de la musique électronique, je suis aussi DJ, je suis comédien, je fais du doublage, je fais de la voix off. Et en fait, ça me permet à chaque fois de ne jamais me sentir... je me lasse pas, en fait. Quand je suis fatigué de faire quelque chose trop, je le mets un peu de côté et je vais faire autre chose. En fait, voilà. Et ça, c'est un grand luxe. C'est pour moi le plus grand luxe de ma vie, c'est ça. Et on ne se lasse pas de vous, Merwan Rim, parce qu'on va découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire tout de suite. On part au théâtre avec Hélène Kuitner. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Merwan Rim. Alors je suis ravie d'avoir un acteur tout terrain, un véritable vibrion d'acteurs de comédie musicale. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Alban, pardon. Bonjour Alban, puisque il va être à ma droite et Alban aime beaucoup la musique et la scène aussi. Alors cher Merwan Rim, vous qui êtes à l'automne dans ces comédies musicales dont on a chanté, moi aussi, les tubes ces dernières années, Le Roi Soleil, Les 10 Commandements, Mozart, l'opéra rock, qu'on a adoré, j'avais envie de vous offrir ma chronique théâtre sur un roman de Flaubert qui s'appelle L'éducation sentimentale. Je ne sais pas si vous connaissez le livre, qu'il a enchanté ou au contraire infernalement hanté vos études, parce que ce spectacle il est mis en musique et en mots actuellement au théâtre de Poche-Montparnasse, c'est-à-dire que c'est un classique revisité par la musique rock. Alors vous avez aimé aussi Starmania, vous l'avez dit à Cyrielle, l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon, que l'on reprend pour cause de succès dès le 14 novembre à la scène musicale de Paris, dans une mise en scène signée Thomas Joly, metteur en scène de théâtre, qui a été choisi aussi. Exactement, pour mettre en scène la cérémonie d'ouverture et de clôture des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Et on a envie forcément de savoir qu'est-ce que vous allez nous proposer, l'éducation sentimentale. De quoi ça parle, Hélène Kuitner? Eh bien, Cyrielle, l'éducation sentimentale, c'est un des plus célèbres romans de Gustave Flaubert, qui est un romancier du 19e siècle et qui est aussi l'auteur de Madame Bovary, qui avait déjà été joué par le tandem de 2 comédiens, musiciens, chanteurs qui interprètent aujourd'hui l'éducation sentimentale. Alors l'histoire, elle a pour héros un tout jeune homme, comme souvent, Frédéric Moreau, qui monte de sa province natale à Paris pour faire ses études de droit. Il est vu évidemment séduisant et naturellement à la tête emplie de rêves. Et bien entendu, il va tomber fou amoureux de Madame Arnoux à Paris, une jeune mère de famille modèle. Et il se lie avec son mari, parce qu'il faut vraiment atteindre la belle. Donc on se lie avec son mari qui est un financier pour l'approcher et pénétrer le monde des affaires. Mais, parce qu'il y a un mais, bien sûr, il manque d'argent. Évidemment, quand on est jeune, fou et amoureux, on manque d'argent. La révolution de 1848 met Paris à feu à sang, elle conduit à la Seconde République et donc il va se mettre à fréquenter les salons, il va un peu délaisser Madame Arnoux pour prendre une maîtresse
séduire la femme d'un banquier, parce qu'il faut bien vivre. Il va participer à une série d'épisodes épiques, burlesques, qui lui montrent la lâcheté des hommes, les trahisons conjugales de tout terrain, hommes, femmes, la perte des illusions politiques pour des jeunes gens qui ne croient plus du tout aux idéaux. C'est-à-dire qu'on a bien changé de monde. Et c'est quand même un thème qui est très actuel. Exactement, c'est un thème très actuel aujourd'hui aussi, la perte des illusions. Hein. On va pas pleurer. On va pas se mentir. C'est pourquoi Paul Aymon, l'adaptateur, a adapté ce roman quand même de 400 pages en 1h20 chrono, je vous assure, avec seulement 2 acteurs musiciens qui alternent les dialogues parlés et chantés avec beaucoup de vivacité. Alors notre héros Frédéric évidemment ne veut pas s'engager, il paraît mauve et léitaire, sentimental, et le musicien Gilles Vincent Caps dynamise les courtes scènes et les intermèdes, tendance rock ou disco, avec une guitare, un synthétiseur, un accordéon, un banjo, ce qui décale le propos et l'allège. C'est-à-dire qu'on rit beaucoup en raison de ce décalage permanent qui fait que le spectateur participe à l'histoire, mais avec la distance de la chanson et de la musique. Alors ça n'empêche pas du tout la tendresse, la sincérité des scènes d'amour, d'amitié, car les 2 interprètes, Sandrine Molaro et Gilles Vincent Caps, se métamorphosent en une vingtaine de personnages différents, tout en conservant leurs costumes et les vrais mots de l'auteur. C'est un peu comme dans le film Les Illusions perdues, je ne sais pas si vous l'avez vu. Les Illusions perdues, très beau film qui était adapté du roman d'Honoré de Balzac, sauf qu'il s'agit ici de théâtre et de musique. En 1h20, tout va très vite. On passe d'un salon bourgeois à une chambre d'étudiants, d'une salle de presse qui grouille de journalistes, à un appartement d'une cocotte de luxe, d'une loge d'opéra à un restaurant de Nogent-sur-Marne, qui à l'époque était la campagne. Et il fallait y aller à Nogent-sur-Marne au 19e siècle. Les acteurs sont excellent, dynamique, talentueux, drôle. On passe un formidable moment avec une histoire rendue totalement vibrante et vivante, comme une comédie musicale. C'est un spectacle que je recommanderais d'ailleurs à tous les publics et surtout, évidemment, aux élèves de première qui ont l'éducation sentimentale sur leur liste de bac français. Ils vont adorer ce grand roman soudain qui devient finalement un fabuleux moment de vie servi sur un plateau de théâtre. Et on a envie d'y aller. Je crois que ça nous a vraiment donné envie, Merwan Rim. L'éducation sentimentale, version électrique et rock, c'est au théâtre de Poche-Montparnasse. Et ce n'est pas pour vous déplaire, Merwan, parce que je sais que vous adorez le rock. Oui. En partie. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. Avec plaisir. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Alban Bartoli. Bonjour Alban. Bonjour Merwan Rim, bonjour Hélène. Dans cette chronique, on va parler de culture, musique, littérature et cinéma. Ma mission est de mettre en lumière vos goûts du moment, Merwan. Et pour commencer, je vous propose de sortir vos passeports, vos chapeaux de cow-boy et vos Santiago, car on parlait musique avec un groupe que j'ai découvert grâce à vous, Merwan. Il s'agit du groupe de musique alternative au nom difficilement prononçable, Khruangbin. Alors c'est Khruangbin. Khruangbin, alors ok. pour la petite histoire, c'est un mot thaï. Exactement, Voilà. ça veut dire avion, avion en thaïlandais, pour symboliser justement l'aspect international de leurs influences. J'adore ce genre de transition. Merci beaucoup, Merwan. On écoute un extrait justement de leur titre phare, Texas Sun. Say you like the wind blowing through your hair. Come on, roll with me till the sun goes down. Alors Texas Sun a été streamé plus de 200 millions de fois sur les plateformes et le clip comptabilise plus de 14 millions de vues sur YouTube. Alors malgré ces millions d'écoutes, beaucoup d'entre vous se demandent certainement qui sont les Khruangbin. Le groupe est composé de 3 membres, Laura Lee à la basse, Mark Spear à la guitare et Donald Johnson à la batterie. Ils sont tous les 3 américains et originaires du Texas. Pour la petite histoire, en fait c'est Mark et Donald, les 2 garçons qui se rencontrent en premier car ils jouent tous les 2 dans un groupe de gospel d'une église méthodiste. Quelque temps plus tard, Mark rencontre Laura et ils se découvrent une passion commune pour la culture du Moyen-Orient. En 2010, Mark et Laura participent ensemble à la tournée des musiciens Ipa et Bonobo. Cette tournée leur donne envie de faire leur propre musique, alors ils vont avoir l'idée de s'enfermer dans une grange à Burton, petite ville Texas de 300 habitants, Texane de 300 habitants, où ils vont développer leur son, un son de basse intense et psychédélique qui deviendra leur signature. La grange en question devient alors le lieu de tous leurs enregistrements, comme quoi on peut faire de l'or avec de la paille. Preuve en est puisque
depuis 2010, les 3 amis sillonnent la planète avec leurs 7 albums, leurs 3 EP et leurs 18 singles, rien que ça. Mais Merwan, sachez que vous n'êtes pas le seul à apprécier ce groupe puisqu'ils ont trouvé des fans à travers le monde entier et même chez les stars, de Iggy Pop à Hailey Joel Osment en passant par Lee Yori, la plus grande pop star de Corée. Côté scène, ils ont joué dans des festivals aussi variés que Glastonbury, Electric Forest ou encore Wonderfruit en Thaïlande. On avait rarement vu autant d'influences diverses dans un seul et même groupe qui trouve son inspiration dans les profondeurs de l'histoire de la musique. Alors il mélange la scène funk thaïlandaise des années 60, le rock persan des années 70 et la musique symphonique algérienne des années 80. Tout ça saupoudré d'un peu de disco, de soul et de musique des Baléares, un mélange aussi atypique qu'intrigant. En revanche, psychédélique même, exactement. En revanche, chers compatriotes français, j'ai cependant une mauvaise nouvelle pour vous. Bien que vous puissiez découvrir l'ensemble de leur œuvres sur les plateformes de streaming ou de téléchargement légal. Pour les voir ou les revoir sur scène dans l'Hexagone, il faudra attendre certainement après 2024 car aucune date de concert n'est prévue pour l'instant chez nous. Mais sous les conseils de notre invité Merwan Rim, n'hésitez pas à inviter leur musique chez vous. Oui, alors c'est très simple, c'est parce qu'en fait la bassiste est maman. D'accord. Et elle vient d'accoucher en fait, donc elle veut se consacrer à sa famille un petit peu en fait. Ils ont beaucoup tourné, moi je les ai vus à Paris, à l'Olympia en 2022, avril 2022. C'était, je crois, un des plus beaux concerts de ma vie, vraiment. Eh bien, on invite tous les auditeurs de Radio J à faire de même. C'est une belle découverte. Et qu'ils reviennent. Complètement, une très belle découverte. Et on va parler littérature maintenant avec vous, Alban Bartoli. Oui, tout à fait. Merwan, vous avez voulu mettre en lumière un livre sorti en 2010. Il s'intitule « C'est une chose étrange à la fin que le monde ». Et il a été écrit par un auteur connu de tous, Jean d'Ormesson. Pour le resituer, Jean d'Ormesson était un être d'exception, à la fois écrivain, journaliste et philosophe. Il était de ceux qui nous ont fait réfléchir sur le monde. Né en 1925 et mort en 2017, il a écrit près d'une 40aine de livres. Dans les plus notables, on retient L'amour est un plaisir, Au plaisir de Dieu, Histoire du juif errant, ou encore le dernier avant son décès, comme une conclusion à cette vie bien remplie, Je dirais malgré tout que cette vie fut belle, paru en 2016. Il est élu à l'Académie française en 73 et il sera également le directeur général du Figaro de 74 à 77. Considéré pendant plus de 40 ans comme l'ambassadeur médiatique de l'Académie française, il était très présent dans des émissions télévisées littéraires où il était régulièrement invité pour son érudition et son art de la conversation. Pour en revenir plus précisément à ce livre que vous aimez, Merwan, C'est une chose étrange à la fin que le monde, sorti comme je disais en 2010 aux éditions Robert Laffont, Jean d'Ormesson a trouvé son titre en s'inspirant du premier vers du poème de son ami Louis Aragon, Que la vie en vaut la peine. C'est un livre dans lequel on pose des questions existentielles. Alors, qu'est donc la vie? D'où provient-elle? A-t-elle un sens? Comment se fait-il qu'il y a un tout et non un rien? Comment fonctionne ce tout qu'est l'univers? Autant de questions que bon nombre de savants ou de philosophes se posent depuis près de 3000 ans, auxquelles Jean d'Ormesson tente de répondre avec rigueur, mais toujours avec la gaieté qui le caractérise si bien. Il vous faudra donc 324 pages pour réfléchir avec lui sur le monde. C'est aux éditions Robert Laffont et nous on aimerait savoir, Merwan, pourquoi ce livre vous a tant plu? Mais j'ai toujours été fasciné par Jean d'Ormesson. Je trouve que c'est quelqu'un de solaire, mais extraordinairement solaire. Et j'ai toujours aimé sa manière de parler et puis sa bienveillance surtout. Et son regard sur le monde très parfois on peut penser que c'est très simple tout ça, mais en fait, il a toujours cru en l'humanité en fait. Et moi, ça m'a fasciné. Et j'ai lu ce livre totalement par hasard en fait. Et il m'a clairement, j'ai envie de dire, sauvé la vie en fait. Clairement, je venais de perdre ma mère à ce moment-là et je voyais vraiment beaucoup de choses. J'ai vu le monde de manière très sombre. Et sur un coup de tête, je me suis dit, il faut que je lise ce livre-là. Je le lis et dedans, il y a une phrase qui me sauve. Voilà. Vous vous souvenez de cette phrase? Vivre, c'est naître, souffrir et mourir. Et si on a de la chance au milieu de tout ça, on aime et on est aimé. Ouais, ça s'arrête là. Ouais. Voilà. Et juste ça m'a sauvé la vie, en fait. Voilà. Très bien. Alors on vous encourage à le lire aussi. Mais bien sûr, on vous encourage à le lire. On va rappeler le nom du livre que vous avez lu, livre de Jean d'Ormesson, une petite parenthèse, qui n'a pas eu beaucoup de chance lors de son départ de la vie, puisqu'il est mort le même jour que Johnny Hallyday. Donc du coup, son hommage a été très très dissipé, si je puis dire ça comme ça. Redites-nous le nom du livre. Oui, c'est une chose étrange à la fin que le monde. Jean d'Ormesson aimait bien les formulations un peu compliquées dans ses titres, mais finalement il y a un côté assez simple, bienveillant dans ses récits, et je pense que c'est accessible à tout le monde, même ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de lire. De lire. Une série télévisée.
Oui, on va parler aujourd'hui d'une série coréenne diffusée sur Netflix, devant laquelle vous avez sûrement fait craquer quelques chips, Merwan. Il s'agit de The Glory, lancée en 2022, qui soulève un thème malheureusement trop souvent d'actualité, le harcèlement scolaire. Et si la série intrigue, c'est pour une raison simple, c'est un parfait mélange de drame, d'action et d'enquête. Son pitch est aussi très simple. Alors en fait, The Glory raconte l'histoire tragique de Moon Dong-eun. Vous m'avez pas facilité la tâche avec les noms. Jeune femme qui a subi de multiples agressions au lycée. Des camarades à elle se sont amusés à la brûler à l'aide d'un fer à lisser, un épisode de sa vie qu'elle n'a jamais oublié. C'est pourquoi elle décide de se venger une bonne fois pour toutes. Ainsi, la jeune femme met en place un plan en place pour faire payer les responsables de sa peine, mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ces différents ennemis semblent en effet être plus difficiles à tuer que prévu. C'est ici que la série devient violente et sanglante jusqu'à être interdite au jeune public et aux ados. Alors j'espère d'ailleurs, Merwan, que vous avez pris les précautions nécessaires auprès de votre fidèle compagnon afin qu'il ne soit pas traumatisé. Je parle évidemment de votre petit teckel Sid qui vous suit partout. Mais pas aujourd'hui. Non, je suis très déçue, je l'attendais avec une grande impatience, Merwan Rim. Il m'a regardé d'un l'air, tu me prends avec toi aujourd'hui? Je dis non. Il fallait le ramener, il fallait le ramener. En tout cas, beaucoup reprochent à la série de mettre en avant la consommation de tabac et de drogue, mais aussi l'incitation au meurtre et à la violence physique. Ce qui n'a pas empêché The Glory de se placer numéro 1 dans le monde sur Netflix pendant 2 semaines consécutives. La série cumule à ce jour près de, attention, 90 millions d'heures de visionnage dans le monde. Pour l'instant, 2 saisons sont déjà disponibles. Une 3e saison est vivement réclamée par les fans, mais pour l'instant, elle ne semble pas être d'actualité. Merwan, j'espère que vous n'êtes pas trop déçu. En tout cas, nous, on est ravis de découvrir cette série grâce à vous. Oui. J'ai quand même une petite question avant de terminer. Vous qui avez été conquis par la série, Merwan, est-ce que vous me permettrez de vous poser la question suivante? Est-ce que le thème du harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui vous a touché de près ou de loin? Moi, c'est quelque chose qui m'a touché de près quand j'étais plus jeune, quoi. Mais vis-à-vis de vous, oui, ou quelqu'un moi-même, mais aussi de beaucoup d'amis. Oui, en tant que spectateur. Et sous quelle forme ça s'est manifesté? La violence verbale et puis physique et puis ça forge durement le caractère, ce genre de choses. Et on s'en sort jamais indemne. Et j'ai toujours été très touché par le fait de voir mes amis en souffrir fort. Voilà, donc moi je suis un peu une éponge, quoi. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un souffrir, je souffre avec lui. Je ne sais même pas de quoi on parle, mais ça me fait souffrir. Ouais, vous êtes empathique. Je suis vraiment dans l'empathie totale. Et puis voilà, et puis même moi, en étant plus jeune aussi, je sais que quand je faisais de la musique plus jeune, il y a toujours des railleries. J'étais le mec le plus populaire de mon collège. On se fichait beaucoup de moi. Voilà. Non, mais tu n'y arriveras jamais. Tu chantes, t'as pas honte de chanter. Mais aujourd'hui, quelle honte. Aujourd'hui, c'est un pied de nez quand même. Oui, c'est très drôle. Petite anecdote très drôle, c'est qu'un jour, je sors de scène et je tombe sur une personne qui m'a vraiment quasiment harcelé pendant 2 ans. Voilà, et quand j'étais au lycée, et qui se fichait royalement de moi, en fait, et de ma passion pour la musique. Et elle se moquait très 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 fort de moi, et j'ai toujours eu ça dans un coin de mon esprit. C'est toujours resté comme si je vais y arriver pour ces gens-là, en fait. Et je la croise à la sortie d'un spectacle. Et elle vient me voir en me disant « Oh, Merwan, je savais que tu y arriverais. Non mais vraiment, je suis tellement heureuse de te voir sur scène. » Et j'avais envie de rire, quoi. Je dis « Mais tu te rappelles de ce que tu me disais quand Bah oui, mais on t'encourageait et tout. » Je dis « Non, c'est pas le même souvenir que j'en garde. Mais je suis ravi de voir que tu es en train de tourner ta veste devant moi. Parce que je viens de jouer devant 5000 personnes. C'est une belle satisfaction. C'est cool. Voilà. Mais écoute, je te souhaite d'être heureuse. C'est super. Il y a des gens qui ont la mémoire sélective. Mais oui, c'est très courant. Cyrielle, j'en profite pour terminer la chronique. Évidemment, si vous êtes victime de harcèlement scolaire, etc., ne prenez pas exemple sur le personnage de la série. Il ne faut pas tuer les personnes qui... allez, parlez-en autour de vous et surtout parlez-en. Et si vous voyez quelqu'un qui est seul dans la cour, un petit nouveau, n'hésitez pas à aller lui dire bonjour et lui faire un sourire. On voit un petit message sur Instagram. Exactement. Il y a Carlito qui a posté un message justement là-dessus sur les réseaux ces derniers jours, et c'est en effet dire à ceux qui sont seuls, il faut leur tendre la main. Voilà, c'est important de le rappeler et toujours se soutenir les uns des autres et pas être face à face. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Merci Alban Bartoli pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité, mais on va pas s'arrêter là. Je vais me permettre, parce que je sais que vous êtes chanteur aussi, est-ce qu'on peut essayer de faire naître un petit duo aujourd'hui sur Radio J?
J. Si je peux me permettre, parce que j'ai très envie de vous entendre tous les deux sur l'envie d'aimer. Est-ce que c'est jouable? Je vous prends de court. Tout à fait. Oui, On peut gérer ça. Alors, je te laisse commencer. Je te demande une chose, ne la prends pas trop, s'il te plaît. Très simple. Oui. Tu fais la première partie du couplet, je fais la seconde. Si tu veux. Ok. Allez, on y va. Allez, C'est quand vous voulez. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut, vraiment. Moi, je vais le faire en hébreu. Boibe shalom ateret bala gamberina uveditza uvechedva utzaola. Ce sera nous dès demain, ce sera nous le chemin pour que l'amour on saura se donner de l'envie d'aimer. Tochemune am sigula boi kala boi kala boi kala. Merci beaucoup. Merci. C'est un magnifique duo qu'on a fait naître sur l'antenne de Radio J. Alban, j'en profite pour dire, au dépourvu complet, j'en profite pour dire que je crois savoir qu'il y a un EP en prévision. Oui, tout à fait. Il y a un EP qui est prêt et qui va sortir d'ici le mois d'octobre certainement. Voilà. Eh ben, il va s'appeler comment cet EP? Il va s'appeler La Pause. La Pause. Et parce bien, que on j'ai fait parlera une de la longue pause et il est temps de revenir. Il est temps de revenir, en effet. Pour ceux qui vous connaissent, on rappelle que vous êtes chanteur, qu'on vous a vu à la télévision dans une télé-réalité notamment. Donc on aura le plaisir de vous avoir en coup de cœur, en plus de chroniqueur sur l'antenne, dès que ça sortira avec la primeur. Vous restez avec nous, bien évidemment. On va continuer d'écouter j'ai envie de dire, ces comédies musicales, savoir ce qui nous attend. On va écouter ça tout de suite. Dans un instant, on revient également avec notre coup de cœur du jour, qui est finalement une transition. Sandrine Aboukrat-Lévy pour nous parler de l'association Daniel Lévy et du projet Un piano pour la vie, suivi de notre experte Nathalie Daudrieux pour le portrait de notre invité Marwan Rim pour la tournée des comédies musicales avec une date exceptionnelle le 15 mars au Dôme de Paris. Restez avec nous sur Radio J. Lequel des deux aimer et sentir son cœur aimer pour avoir moins peur. La copie du tennis. La copie du tennis. Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture. Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Vous écoutez Radio J. Radio J. אני כאן להישאר, ואת לא כאן להיזהר, אנחנו גנגסטרים עליהם. רדיו יא נבינה יאללה, יא חביבי יאללה, נפרח ונقول ما شاء الله. תל אביב יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J.
Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Cela faisait plusieurs jours que le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou et le président Yitzhak Herzog échangeaient sur le gel de la réforme du système judiciaire et un éventuel compromis. Un compromis qui a été dévoilé ce matin par les médias du pays. Un compromis qui n'a néanmoins pas encore été présenté de manière officielle, mais qui déplaît déjà à une partie de la classe politique israélienne. Le ministre de la Justice israélien estime que ce compromis n'aidera pas à résoudre la crise autour de la réforme du système judiciaire. Il n'apportera rien de nouveau. Et cette réforme continue à enflammer l'opposition. Hier soir, une émeute a éclaté en pleine conférence du Likoud à Ra'anana. Des membres du Likoud, dont le ministre Israël Katz et la ministre Galit Distel Atbarian, étaient présents à cette conférence pour un toast avant les élections locales. Des centaines d'opposants à la réforme du système judiciaire ont manifesté à l'extérieur du bâtiment. Des affrontements ont éclaté entre les manifestants et les forces de la sécurité. L'Ukraine envisage de restreindre l'entrée des Israéliens pour le pèlerinage annuel à Ouman. De hauts responsables ukrainiens examineront dans les prochains jours la possibilité de restreindre l'entrée des Israéliens sur le territoire ukrainien pour le pèlerinage annuel de Rosh Hashanah. Notre correspondante Pascal Zenschein revient sur les raisons de cette réflexion. En fait, Volodymyr Zelensky est mécontent, et le mot est faible, de la position de Benyamin Netanyahou sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et lui reproche notamment son soutien beaucoup trop faible, selon lui. Le président ukrainien cherche un moyen de faire connaître son mécontentement, et le pèlerinage sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslev pourrait donc être une excellente occasion, puisque les Israéliens sont des dizaines de milliers à s'y rendre chaque année. Shahine, correspondante israélienne pour Radio J. En France, l'exécutif se dit prêt à avancer dans la campagne de vaccination contre le coronavirus si besoin. La nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus qui doit démarrer le 17 octobre pourrait être avancée si l'épidémie s'accélérait. C'est ce qu'a déclaré ce matin le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, tout en excluant à ce stade un durcissement du protocole sanitaire. Si l'épidémie accélérait, et on a tous le souvenir de moments, notamment quand le variant Omicron avait pris le pas sur les autres, s'il faut accélérer, on accélérera. Mais c'est vrai qu'avoir simultanément grippe et Covid, notamment pour les personnes âgées, c'est plus simple. Donc on se tient prêt. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé au micro de Télématin. La Cour de cassation ordonne un nouveau procès contre Éric Zemmour pour contestation de crimes contre l'humanité. L'homme politique et polémiste d'extrême droite avait réaffirmé sur un plateau télé que le maréchal Pétain avait sauvé la vie des Français, des Juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale. Il devra donc être rejugé par la Cour d'appel, mais la date n'est pas encore connue. Le Conseil d'État examine en ce moment la requête contre l'interdiction de l'abaya à l'école déposée par l'association Action Droit des Musulmans. L'association a également saisi la défenseur des droits. Action Droit des Musulmans réclame la suspension de cette interdiction annoncée par le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal le 27 août. Un nouvel épisode de pollution à l'ozone sur la région parisienne est annoncé par Air Paris pour la journée de demain. L'organisme alerte sur un nouvel épisode principalement dans l'ouest de la région francilienne avec une qualité de l'air qualifiée de mauvaise par l'organisme. La circulation des véhicules n'est pour le moment pas modifiée. Et on termine avec une question qui vous intéresse peut-être. Quels seront les prénoms les plus donnés en 2024 ? Eh bien, selon les estimations de l'officiel des prénoms dans la 21e édition paraîtra dans 2 jours, Alba devrait supplanter Jade parmi les prénoms les plus attribués en France. Certains comme Isaac ont aussi un bel avenir. Plus que 2 jours donc avant de connaître les prénoms les plus populaires dans les maternités françaises. C'était sur ma liste, donc écoutez, on est pile poil. Merci beaucoup Etanit Belaïch pour ce journal. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, une petite pause et on poursuit notre émission avec mes invités sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J.
Véronique Philippona, directrice du magazine Elle. Cette semaine, en couverture du magazine Elle, la top modèle mythique Gisèle Bündchen. Tous les looks, toutes les tendances, tout ce qui fait l'allure sont dans ce numéro spécial mode exceptionnel. Découvrez aussi la première box Elle, nos produits mode et beauté préférés en édition limitée. Rendez-vous sur le site du magazine Elle. Itzik Moshel, directeur de Dialang. Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialang vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel. Dialang, prix exceptionnel pour une année, 510 €. Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialang au 01 43 64 13 30 ou dialang.fr. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Et si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Merwan Rim, pour la tournée des comédies musicales avec une date exceptionnelle le 15 mars 2024 au Dôme de Paris. La tournée reprend à partir du 8 octobre à Lausanne, ville que j'aime énormément. On va poursuivre cette émission avec ce que j'appelle la séquence introspection. Si vous voulez bien, on va faire une petite citation en préambule. Oscar Wilde a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée en un seul instant. » On va essayer de faire ça maintenant, si vous voulez bien, Merwan Rim, avec l'introspection. 10 questions pour nous aider encore à mieux vous connaître et on y va doucement sur la musique douce de Jérémy Ababou. Merwan Rim, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Rien. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? Entoure-toi de gens positifs, parce que plus et plus égale plus. Quel a été votre plus bel âge et pourquoi ? Je pense que quand je suis arrivé autour de mes 30 ans, voilà. Pourquoi ? Parce que avant je subissais beaucoup de choses et là j'ai commencé à m'accepter tel que je suis en fait. Quelle fut la plus grande erreur de votre vie, s'il y en a une, et comment vous l'avez résolue ? Non, je pourrais pas répondre à ça. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas, par peur d'être jugé ? J'ai arrêté d'avoir peur d'être jugé. Donc je fais tout ce que mon cœur me dit de faire. Je le fais, je vais au bout, même si ma tête me dit le contraire, si mon cœur me dit oui, j'y vais. Qu'est-ce que vous avez fait cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? Qu'est-ce que j'ai fait cette année dont je me souviendrai toute ma vie ? Oula. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oulala. Compliqué comme question, je serais incapable de vous répondre là-dessus. Si je vous parle d'amour, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? De vivant. Ça doit pas être de la souffrance. Si c'est de la souffrance, c'est qu'il faut pas. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, qu'est-ce que ce serait ? Oulala. Ma personnalité, je sais pas. C'est, je suis beaucoup trop une éponge. Et parfois, ça me fait mal en fait. C'est-à-dire que il y a un moment, où j'ai compris dans ma personnalité qu'il fallait que je dépose mon sac à dos et que je retire les pierres que j'ai mises dedans. C'était pas les miennes. Que je les dépose et que je reparte sans ces pierres-là, en fait. Si vous étiez président, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? C'est trop complexe en fait. Il y a tellement de souffrance sur Terre. Et personne n'a le monopole de la souffrance. Vous trouverez toujours quelqu'un qui souffre de quelque chose auquel on s'attend pas en fait. Donc beaucoup trop de choses à gérer. Je serais incapable de vous répondre comme ça. Après votre départ de la vie, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous ? J'ai été heureux de le rencontrer. Merci Merwan Rim. C'est une jolie confession, des jolies confessions faites sur l'antenne de Radio J. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Tout de suite, c'est le coup de cœur, mais d'abord, j'ai envie qu'on écoute un petit peu de musique. Bleu
couleur océan, le cœur comme un enfant. Tout s'envole. Et aujourd'hui, notre coup de cœur, c'est Sandrine Aboukrat-Lévy, venue nous parler du projet Un piano pour la vie en hommage à Daniel Lévy. Bonjour Sandrine. Bonjour, merci de me recevoir. Mais merci beaucoup d'être avec nous. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de vous recevoir. Merci de venir rendre hommage à Daniel Lévy avec nous aujourd'hui. Et d'abord, j'ai une question qui peut sembler banale, mais comment ça va ? La question qu'on peut poser, qui est banale certes, et c'est gentil de la poser. Après, comment ça va ? Comment on fait quand il manque un peu de souffle à l'intérieur de soi ? Alors, on dit que ça va. Mon mari disait toujours, quoi qu'il arrive, tout va bien. C'est comme ça qu'on avance. On l'a reçu sur cette antenne. Je suis très marquée par cette émission où il y a beaucoup de choses qui se sont dites qu'on va pas rediffuser parce que voilà, on les garde dans notre cœur, mais voilà, ces mots étaient là. On a fait une émission spéciale en début d'année l'année dernière pour lui rendre hommage. On l'aime très fort, il nous manque, sachez-le. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous parler d'un projet qui, je crois, lui tenait à cœur autant qu'à vous, Un piano pour la vie. Racontez-nous ce qu'il en est. En fait, à chaque fois qu'il se faisait soigner et qu'il faisait ses soins à l'hôpital européen de Marseille, il y avait un petit piano dans un coin d'un étage de l'hôpital et de temps en temps, il allait poser ses mains et personne ne savait forcément qui il était puisque c'était, comme vous le savez, un garçon très discret. Il mettait sa casquette et puis il allait y jouer et puis on se retrouvait vite comme dans un bœuf parce que t'avais le patient, l'infirmière, les médecins, tout le monde venait autour et ça jouait, ça chantait. Et puis un jour, il y a un petit papy, c'était quelques jours avant Noël, un petit papy qui me regarde et qui me dit « C'est mon plus beau Noël aujourd'hui, votre mari m'a donné mon plus beau cadeau. » Forcément, on était là, on avait les yeux remplis de larmes. Voir mon mari se faire soigner avec une perfusion, jouer et un papy qui me disait ça, c'était pour moi tellement fort. Et on est rentré dans la chambre et en marchant tout le long du couloir de l'hôpital, il m'a dit « Tu vois, c'est ça, la musique. C'est un remède. C'est laid pour moi, mais aujourd'hui, il faut poser des pianos de partout. » Hachem a décidé que ce projet se ferait, malheureusement sans lui. Et aujourd'hui, c'est le but de ma vie, accompagner ses enfants, parce que ils sont à mes côtés pour ce projet. Et on essaye, on fait des appels de dons un petit peu de partout. On en a déjà déposé 3. On va en déposer encore 2. On s'est élargi un petit peu parce que aujourd'hui, il n'y a pas que dans les hôpitaux, malheureusement, que la musique est un remède, mais aussi dans des EHPAD. Et on a même posé un piano à Marseille, dans une maison de retraite où il y a des petits mamies et petites papis qui sont là tout seuls et puis les voir jouer. On a une petite mamie de 94 ans qui est venue poser les mains sur ce piano et c'était tout juste magique. Le but, aujourd'hui, c'est de donner du bonheur aux gens. Voilà ce qu'il voulait faire et ce qu'il a fait tout au long de sa vie parce que il a souvent été sollicité dans des associations, dans des hôpitaux et d'y aller avec beaucoup de cœur et toujours bénévolement. Ces pianos aujourd'hui, je crois qu'il y en a 9 qui ont été achetés en tout. Ils peuvent être distribués grâce à une soirée hommage, notamment celle qui a eu lieu le 7 novembre dernier au théâtre Mogador. Cela a permis de payer donc 9 pianos. Aujourd'hui, il y en a 3 qui ont été distribués, notamment un hier. Oui, exactement. À Paris. À l'hôpital Gustave Roussy. Donc, celui-là, il y en a encore 2 qui vont être distribués. Ce sera où ? Est-ce que vous savez ? À l'hôpital de Toulouse. Au CHU, c'est en attente. En fait, c'est un petit peu compliqué. Je viens de sortir de l'hôpital Necker, à tout vous dire. Et c'est très compliqué parce que il faut passer par des barrières pour que ce soit accepté. Et comme je disais à cette responsable, je dis mais comment on peut avoir des barrières pour donner du bonheur aux gens ? C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que tout le monde l'accepte ou pas ? Alors, on va franchir ces barrières. C'est comme ça qu'on va faire. Est-ce qu'on peut se porter candidat ? Bien sûr. Donc c'est un appel à si des hôpitaux ou des maisons de retraite veulent recevoir ces pianos, c'est une possibilité. Ça c'est important quand même qu'on le dise. Où est-ce qu'on vous contacte, Sandrine, pour que ce soit le cas ? Sur la page officielle Daniel Lévy, il y a mon numéro de téléphone qui est inscrit. Et sinon, je vous le donne, c'est le 06 17 44 25 68. Pour récolter des fonds, une nouvelle tournée d'hommage se prépare. Oui. Ce sera quand ? Ce sera où et avec qui ? En fait, il m'a fallu un peu de temps pour prendre beaucoup de force. Et aujourd'hui, c'est décidé. On va aller sur les routes.
Je pars avec les musiciens, ces musiciens. Je pars avec le Gospel in Life, avec Ryan Kilgore qui a accompagné Daniel pendant 2-3 concerts. Et puis avec ma petite princesse qui va combler et apporter la moitié de ce qui me manque aujourd'hui. C'est très difficile de parler avec vous. Si on veut vous aider, Sandrine Lévy, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Parce que je vois toute votre émotion, elle me submerge. Je pense qu'elle submerge. C'est pas évident, évidemment, mais on a envie de vous soutenir. En fait, c'est pas moi qui suis là aujourd'hui. Et ce qui est difficile, c'est que il savait trouver les mots tout le temps. Alors j'essaye d'être à sa hauteur, parce qu'il en faut beaucoup pour être à sa hauteur. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut juste même donner qu'1 euro. En fait, il y a l'association sur, il y a un point de vente sur un point de vente. Il y a un appel aux dons qui est fait sur Allodon, ou alors il y a un lien qui est mis sur les réseaux sociaux de sa page à lui officielle. Et puis sur Instagram, rien n'est. Il y a une petite dame qui m'a dit j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai juste 5 euros, je peux vous les donner. J'ai dit mais même 1 euro vous pouvez les donner. Et ça compte énormément, tout autant que ce qu'on donnait. Sandrine, est-ce que vous avez besoin de mains pour vous aider ? Alors, c'est très bien que vous me le demandiez, parce que aujourd'hui on va monter une équipe, c'est tout nouveau pour moi. Et parce qu'il y a une association derrière, il faut le dire. L'association Daniel Lévy. Et j'appelle à ce qu'il y ait des bénévoles qui viennent nous aider, parce que on a besoin de personnes pour ça. Ces gens viendraient pour vous aider à poser les pianos, pour être à l'administratif ? Plutôt à l'administratif, plutôt aux appels de dons, puisqu'on va faire des campagnes d'appels de dons. Tous les bénéfices de tous les concerts qui vont avoir lieu iront à l'association, et ça nous aidera à acheter les pianos aussi. Donc du coup, on a besoin de personnes qui ont peut-être l'habitude aussi de gérer ce genre d'événement, qui n'est peut-être pas forcément le mien. Mais qui reste quand même votre combat aujourd'hui, Sandrine Aboucrat-Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'entends le petit bout qui pleure à côté en manque de sa maman, et je veux pas lui enlever ce temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et on sera toujours à vos côtés, sachez-le. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup Sandrine Aboucrat-Lévy. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Radio J. Le portrait psychologique. Beaucoup d'émotions, Merwan Rim. Ouais. Et pour vous qui êtes empathique, là c'est pas évident. On a du mal à parler après Sandrine Aboucrat-Lévy, alors je vais pas vous faire parler, soyez rassurés, puisque comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces instants que nous avons passés ensemble. Je sais que je vous ai un petit peu passé à la moulinette, comme on dit aujourd'hui sur l'antenne, je l'ai vu. Je vous ai vu au fur et à mesure de l'émission, comme ça, descendre un petit peu parce que l'émotion était là. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par une professionnelle du portrait, Nathalie Dedrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Merwan Rim et bonjour aux auditeurs. En effet, c'est une transition toute en émotion. Après ce passage chargé, ça brasse un peu, même chez moi. C'est sûr aussi, et je le sens particulièrement chez vous. Et c'est exactement ce dont j'allais parler. Il y a une forme de porosité à l'extérieur, d'être vraiment très branché à l'environnement. C'est aussi moi ce que j'ai senti. Et vous vous êtes venu en tout début d'émission avec ça, avec le fait que vous vous branchez sur votre intuition, votre capacité à être connecté à votre entourage, à ce que vous ressentez, à vos perceptions les plus fines. Et tout au fil de l'émission, je n'ai eu que confirmation de ça. Alors, merci pour cet échange tout en authenticité, parce qu'on a vraiment contacté de l'intime aussi. Et ça fait du bien. C'est vrai qu'il y a eu des progressions, comme le disait Cyrielle dans votre interview. Il y a eu un partage, un récit de votre famille avec effectivement une description d'un environnement chaleureux, bienveillant, de la joie, différentes langues, quelque chose qui est déjà cosmopolite, qui vous invite peut-être à être un peu touche à tout et à utiliser le langage du corps aussi dans ce que vous décrivez dans votre enfance. Cet amour de la musique aussi, donc cette rencontre avec la guitare et ce dosage avec la joie et je dirais les épreuves aussi.
vous êtes comme un peu propulsé par la vie dans des transformations. Je suis vraiment avec ce mot transformation vous concernant. Dans des épreuves où vous quittez l'insouciance et vous êtes mis à un rôle qui est celui des responsabilités. Et le mot rôle est beaucoup revenu avec dualité, double rôle. Et à chaque fois, c'est ça. Vous êtes porteur de double responsabilité. Celui en même temps de vivre votre vie d'adolescent parce que c'est important pour vous, c'est important pour maman. Et en même temps, bien de tenir le rôle de l'homme de la famille alors que vous êtes en plein dans l'insouciance. Ça vous donne tout de suite, voilà, cette double polarité. Et c'est beaucoup revenu. Effectivement, c'est beaucoup revenu. On sent dans votre parcours qu'il y a une phase d'apprentissage assez grande. Et je dirais qu'elle est presque toujours en chemin, comme une forme de curiosité de quelqu'un qui se renouvelle en permanence. En tout cas, votre parcours d'apprentissage est beaucoup développé avec l'école d'Alice Donna et toutes les rencontres merveilleuses. Mais je sens beaucoup... de curiosité, de toujours se remettre en question. Oui, allez-y. Non, oui. Alors moi, je suis très attiré par les cultures différentes. Et un jour, j'ai lu une phrase que je trouvais très touchante dans la culture japonaise en fait, qui dit on devient vieux quand on arrête d'apprendre. Et quand on arrête d'apprendre, on meurt. Je trouvais ça très fort. Oui. Voilà. C'est très beau. Et ça résume beaucoup de choses, beaucoup de choix dans ma vie en fait, Ouais. qui font que je suis très curieux de tout en fait. Il y a rien ne m'attire pas en fait. Je suis toujours très intéressé par mais parfois c'est un peu compliqué parce que c'est beaucoup d'informations. Et je suis mais ça j'aime, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de découvrir ça. Et ça peut-être probablement me servir à rien, mais j'ai envie de l'apprendre. Ouais, voilà, ça se sent beaucoup dans votre parcours. Ça résume beaucoup de choses chez moi, je crois. Mais ça m'amène directement au point que je voulais un peu développer avec vous derrière, c'est ce côté multipotentiel, cette curiosité vous amène à aussi une difficulté, c'est le fait de trouver sa place. Quand on a plusieurs passions comme ça et qu'on fait entièrement et qu'on est dévoué aux choses, j'ai pu aussi deviner que cette polyvalence vous mettait en contact avec le perfectionnisme aussi et la difficulté de pas être étiqueté, vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que vous refusez l'enfermement. C'est aussi peut-être pour ça que vous allez chercher plusieurs cordes à votre arc, histoire de pouvoir être un artiste bien sûr complet, un homme complet, parce que je sens que la frontière entre l'homme et l'artiste, vous avez dit, c'est un long processus pour pouvoir mettre au monde ces chansons écrites par moi, différemment d'un rôle qu'on interprète. Et je sens que cette frontière, elle est toujours également un peu poreuse. Donc la difficulté de trouver sa place, c'est aussi caractéristique des caméléons. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce processus, mais c'est une façon d'être partout et d'occuper la scène, bien sûr, de se sentir vivant, d'être, on va dire, rempli d'intensité. L'intensité, la passion, c'est beaucoup revenu dans ce qui vous anime, dans ce qui vous motive. Et en même temps, le fait d'être partout, il y a un peu cette phrase, injonction en psychanalyse, c'est « tu m'attraperas pas ». Est-ce que ça vous parle? Peut-être oui, un petit peu. Mais mon angoisse, c'est de subir ma vie. Je veux pas la subir ma vie en fait. Je veux vraiment l'apprendre à vraiment et la vivre à dire, 300%. J'ai juste moi j'ai eu le sentiment avec mais c'est un sentiment que j'ai ressenti à la mort de mon père par exemple. Quand mon père est parti et que j'avais 19 ans, j'ai eu l'impression ça a été un long processus, mais je me suis rendu compte qu'en fait il n'avait pas beaucoup choisi en fait les choses. Beaucoup de choses étaient venues parce qu'il fallait j'avais l'impression qu'il avait subi en fait les choses. Et ma hantise c'était ça, c'est de me dire le jour où tu pars en fait peut-être que tu réaliseras que tu as subi ta vie. En fait, je veux pas en fait. Je veux pas, voilà. Et c'est ce que j'ai amené tout à l'heure en début de chronique, c'est le fait d'être propulsé par la vie et des rôles dans lesquels vous n'êtes pas prêt. Mais il y a comme une force de libre arbitre chez vous qui fait que, ok, vous avancez avec le mouvement de la vie, vous vous embrassez les responsabilités, mais en même temps, j'oublie pas ma conviction et voilà, la pierre angulaire de votre existence, c'est vraiment les choix.
on revient à cette dualité. Ouais. Hein, Je crois que la vie, c'est ça. La vie, c'est des Bien choix, sûr, en fait. c'est des choix. Ouais. La vie n'est faite que de choix. En fait. Ouais, c'est exactement ça que j'ai pu sentir. Et alors, il y a aussi une forme de gratitude et de reconnaissance très forte par rapport à vos professeurs, à vos collègues. Vous êtes très doués pour mettre en valeur les talents des autres, mais incapables de se décrire facilement dans les 3 mots de Cyrielle. Non, c'est difficile. Voilà, il y a pudeur peut-être à se mettre en valeur. Peut-être que c'est un héritage de la famille également. Peut-être aussi, oui. Mes parents me disaient souvent fais pas trop de bruit, en fait. Voilà. Ne fais pas trop de bruit, et ça, c'est quelque chose qui reste. Hein. On peut faire ce qu'on veut dans la vie. Hein. Je vous l'apprendrai pas. Enfin, les choses, une fois qu'elles sont ancrées en nous, elles restent longtemps. C'est difficile de s'en débarrasser parfois. Mais j'avais juste envie de rebondir sur le fait d'avoir Sandrine tout à l'heure, et on parlait de Daniel Lévy au piano. Moi, j'étais en masterclass quand je faisais les 10 commandements. Tous les soirs, je regardais Daniel et je chantais avec lui. Je lui disais, tu chantes avec lui, apprends. C'est un parcours d'apprentissage. Ouais. Apprends. J'ai constamment été là en me disant, apprends de ce grand monsieur. Voilà. Oui, l'école de la vie est très importante pour vous. Chacune de vos expériences nourrit la prochaine. C'est comme quelque chose qui vient comme un leitmotiv, j'ai la sensation. Ouais, vous nourrissez vraiment de votre entourage. Donc vous êtes très dans l'empathie, vous le disiez tout à l'heure, vous avez foi en l'humanité, il y a des livres qui ont été très marquants, vous êtes vraiment dans l'ouverture. Cette ouverture qui fait que il y a les conditionnements dont on parlait tout à l'heure qui ont été hérités de la famille. Il y a les conditions de vie qui ont été aussi parfois des obstacles vécus, mais il y a en même temps cette force de vie, cette volonté qui fait que je sens aujourd'hui que j'ai un homme en face de moi qui, à chacun de ses pas, crée une réelle opportunité de se dépasser, mais surtout pour offrir le meilleur de soi. Ouf. Merci beaucoup, Merci à vous, merci. Et merci Nathalie Dodrieux pour ce portrait sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Merwan Rim. On vous a eu là, hein ? Ouais. Vous êtes venu nous voir pour la tournée des comédies musicales avec une date exceptionnelle le 15 mars au Dôme de Paris. Je rappelle que la tournée reprend. Vous repartez sur les routes du 8 octobre au 19 novembre jusqu'à donc la fin d'année avant cette date au Dôme de Paris. Merci beaucoup d'avoir été notre invité et j'ai envie de vous donner le mot de la fin qui vous revient. Merci pour cette heure et demie passée avec vous. Vraiment. Je n'étais pas du tout venu en imaginant que ça allait se passer comme ça. Je n'avais pas d'imagination. Enfin, je n'étais pas sur une idée particulière, mais merci, franchement, c'était juste extrêmement agréable. Et vous êtes des belles personnes. Et je trouve que c'est dommage, on le dit pas assez aux gens qu'on apprécie. Souvent, c'est mal perçu de dire à quelqu'un qu'on l'apprécie, ça fait peur, étrangement. Mais j'ai pas peur de vous le dire, je trouve que vous êtes très très belles personnes et merci pour le bonheur que vous m'avez donné pendant cette heure et demie et je pense que c'est une très bonne chose qu'une émission comme ça existe. Voilà, merci. Merci à vous, Merwan Rim, pour cette générosité de mots, de paroles, votre tendresse aussi qui émane de vous et le soleil que vous avez, je le répète encore une fois, parce que là, on a le côté sensible, mais on va parler de l'essentiel avec mon essentiel et vous étiez essentiellement vivant avec nous aujourd'hui. Vous nous avez donné beaucoup de choses, beaucoup de chaleur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J. Merci beaucoup à Sandrine Aboukrat-Lévy de nous avoir fait l'honneur de venir nous parler de son projet de vie, un piano pour la vie, qui fait partie de l'association Daniel Lévy. Donnez du temps, donnez vos mains, donnez un peu d'argent si c'est possible, mais sinon on peut le faire autrement avec de la présence. Elle en a besoin, Daniel en a besoin. Merci à elle d'avoir été mon coup de cœur aujourd'hui sur Radio J. À la réalisation aujourd'hui, audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Philippe Sinclair. Et écoutez cette émission sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à m'écrire et à nous suivre sur l'antenne de Radio J. J'ai dit à m'écrire la dernière fois, les gens ont retenu, ils m'ont écrit. Je suis ravie, merci à vous tous. On se donne rendez-vous demain avec une invitée assez exceptionnelle puisqu'on ouvre l'international. Nous aurons Tina Arena sur Radio J pour notre plus grand bonheur. Merci encore, à demain et belle journée à tous, toujours sur Radio J.